Bonsoir tout le monde, comment ça va? Sur Twitch ou alors sur YouTube en rediffusion. On est dans l'émission Passionnés. Alors je sais pas si j'appelle ça les passionnés ou juste passionnés. Je sais pas trop. Bon, on va voir ça tout de suite, de toute façon avec notre invité qui attend juste derrière la caméra, juste derrière l'écran. Maxime qui va nous parler de son métier mais de sa passion surtout. J'espère en tout cas, il va nous raconter tout ça. Non, bah rien à dire, hein. Passionné, c'est tous les jeudis à 20h30, n'hésitez pas, avec des passionnés. Et le lundi, je rappelle, Chill and Quiz, petit jeu de quiz. Pareil à 20h30 tous les lundis. Allez, pas plus de suspense. À quoi ressemble Maxime? On va le voir ça tout de suite. Hop là, petite transition. Bonjour Maxime. Bonjour. Que de suspense. Que suspense. Alors bon, des fois t'es un peu flou, ça va dépendre, je pense, de la fluctuation du réseau. Mais bon, ça on n'y peut rien. De toute façon, c'est le confinement. Déjà, on te voit, on t'entend, c'est magnifique. Ah ouais, moi j'ai une connexion de merde en plus, hein. Oui, bah c'est vrai que ça aide pas pendant le confinement. On est Ah, d'ailleurs sur. vivement la 5G, hein. Exactement. Mais c'est pas le débat de ce soir, je crois. Enfin, c'est bon. J'ai annoncé ça comme Maxime, le comédien militant. Après, bon, ça commence fort, mais. Enfin, j'imagine que c'était un pic sur la 5G, parce que c'est vrai que ça fait débat en ce moment. Oui, bah oui. Mais bon, c'est peut-être pas le débat de ce soir, justement. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Déjà, peut-être brièvement pour commencer, et après, de toute façon, on a le temps, hein, pour. En gros, ce que je fais dans la vie, moi je suis comédien et metteur en rue. Metteur en rue, c'est vraiment une appellation dans la compagnie qu'on aime bien parce que notre travail majoritaire, nous, c'est dans l'espace public. Donc on joue dehors, on fait des spectacles de rue. Ma compagnie, c'est le collectif du Prélude, mais je joue aussi avec d'autres compagnies de théâtre. Peut-être qu'on développera un peu plus tard. Tout à fait. Je suis aussi co-directeur d'un lieu de résidence. Donc, un lieu de résidence, c'est un lieu dans lequel on accueille des artistes pour qu'ils créent leur spectacle, qui est à Charenton. Le collectif qu'il dirige, il s'appelle le Super Théâtre Collectif. Je suis aussi comédien de doublage. Donc, je travaille dans le doublage, dans la synchronisation de tous les films étrangers pour des versions françaises. Et enfin, dernière casquette, effectivement, c'est la casquette militante. Je milite dans plusieurs organismes, organisations, regroupements professionnels. Je suis président de la Fédération des arts de la rue en Île-de-France et je suis militant au sein de la coordination des intermittents et précaires. Voilà en gros. Et du coup, la première question un peu bouffe, mais où est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça? Bah, c'est comme tout, après le temps on le trouve là on a envie de le donner. C'est des questions de priorité dans la vie, de ce qu'on a envie de flécher. L'émission elle porte bien son nom. Moi j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, où j'ai pas l'impression de, même si c'est un métier qui est relativement précaire dans le sens où on est intermittent du spectacle et puis il y a des mois avec, des mois sans et en ce moment c'est plutôt une période sans en plus. Euh, mais malgré tout c'est un métier où moi je l'aime et je ne compte pas mes heures. Donc c'est très différent évidemment quand on a un métier qui nous plaît de, de s'investir pleinement dans ce que c'est et puis après la militance et s'entourer de personnes intéressantes, actives, qui prennent leur vie en main et qui ont envie d'agir pour les autres de façon aussi désintéressée. C'est plus facile quand il y a ça qui se passe de se donner du temps. Mais oui, après oui, voilà, c'est sûr que des fois il y a des journées un peu longues. Oui, mais on peut faire le parallèle avec la première invitée la semaine dernière, qui était du coup Héloïse, qui est illustratrice et qui, a priori comme toi, adore son métier et pourrait dessiner toute la journée. Et du coup, elle dit ouais, ça fait 6 ans que j'ai pas pris de vacances ou que j'ai pas pris le temps. Et c'est un peu souvent à ça qu'on reconnaît les vrais passionnés, hein, c'est que finalement, comme c'est plus du travail ou le mélange entre la passion et le travail, enfin, il y a un vrai mélange. Du coup, on compte plus les heures et du coup, presque tant mieux. Ça veut dire effectivement que c'est une vraie Mais après passion. aussi, en vrai, c'est qu'on a réussi alors je remets une autre casquette, mais c'est vrai qu'on a réussi à contourner. Moi, je l'imagine vraiment comme un métier, hein. Au-delà de la passion, c'est un métier qui prend du temps et qui mérite salaire. Et on n'est jamais payé à la hauteur du travail qu'on donne. Si on travaille autant aussi, c'est qu'en vrai, on n'a pas vraiment le choix. C'est sûr que si on avait, s'il y avait, il existait un revenu universel qui permettrait à tout le monde de faire exactement le métier qu'il veut, dans le temps qu'il veut, avec les vacances qu'il veut, oui, on imaginerait la chose différemment.
Mais en vrai, pour créer un spectacle, si on est à 10 jours de la première et que le spectacle est pas prêt, on va pas prendre 10 jours de vacances, c'est sûr. On compte pas nos horaires de bureau, mais par contrainte. Mais après, c'est des choix de vie, en fait, c'est tout. Il y a des gens pour qui le cadre est nécessaire pour s'épanouir. Puis il y a des gens pour qui il faut exploser le cadre pour s'épanouir. Puis des fois, il y a un truc un peu entre les deux aussi. Mais c'est vraiment, moi, je l'estime vraiment comme un métier plus qu'une passion. Et parce que, non pas parce que évidemment que ça m'aide à vivre, de l'imaginer que c'est une passion. C'est plus facile au quotidien. Mais parce qu'en fait, beaucoup de gens l'utilisent, ce truc-là, aussi contre nous, en disant, bon, enfin, écoute, c'est la passion, on va pas te, on te paye un peu moins, mais c'est pas grave. Mais du coup, est-ce que c'est pas ton côté militant qui te force à faire ça, à trouver, qui te force à déclarer que c'est un métier? Parce que je dis pas que c'en est pas un, parce que c'en est vraiment un, et je pense qu'avec ton récit, on le comprendra assez vite, et surtout avec tout ce que tu fais. Mais enfin, c'est aussi le but de défendre. La première mission, j'ai l'impression, des militants dans le spectacle vivant, c'est de dire, alors c'est ma passion un peu, ça c'est vrai, ça vient de là, mais c'est un métier qu'il faut défendre comme des travailleurs. Enfin, Ouais, mais parce que c'est même si on se place que à l'endroit de l'artiste, admettons même on oublie tout le reste, euh, c'est important de le rappeler parce que ça sous-entendrait qu'il y aura une espèce de génie créatif qui fait que oui, un pianiste quand il se fout devant son clavier, hop, immédiatement il y a des mélodies de dingue qui se passent et c'est un moment de grâce perpétuel. Non, en fait, c'est énormément de boulot derrière. Et c'est la même, mais comme n'importe quel artisan, en fait. C'est le même endroit de l'artisanat. Et pareil, hein, l'endroit des vacances, c'est qu'en vrai, on est aussi dans un métier où quand on prend des vacances, des fois on nous oublie et c'est compliqué de disparaître. tout à fait. Parce que Et l'intermittence a de ça de chouette que quand tu as des périodes basses, au moins tu es indemnisé. Mais effectivement, des illustrateurs qui peuvent avoir des statuts un peu particuliers, ou d'autres métiers, hein, je pense aussi aux reporters, les journalistes reporters d'images, ou ce genre de des métiers comme ça, qui vont avoir des statuts un peu plus précaires aussi, un peu moins encadrés. Quand ils travaillent pas, ils ont plus de revenus. Ce qui est la même chose pour les auto-entrepreneurs ou certains artisans. Donc c'est aussi pour ça que des fois il est difficile de prendre des vacances. est-ce que Et tu... après, si je mets l'autre casquette qui est juste l'endroit de l'artiste, en vrai, quand on part en tournée, on a un peu l'impression d'être en vacances aussi, parce que c'est quand même, on travaille avec des gens qu'on a choisis et qu'on aime, et on voyage. C'est quand même des expériences de ouf. Oui, oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut faire le parallèle du coup avec Héloïse encore la semaine dernière, un peu après on arrêtera peut-être, mais par rapport donc elle, son métier passion c'est le dessin, mais elle est obligée de faire des papiers parce que si elle veut se déclarer comme il faut, si elle veut faire des mails pour trouver des patrons, est-ce que c'est pareil dans tous les métiers d'artiste, voire d'artisan du coup, d'après toi? Enfin en tout cas pour ton expérience d'artiste J'en sais comédien, rien. est-ce que tu as l'impression Moi, de mon expérience, c'est que, en de fait, faire 20% de papier pour pouvoir faire 80% d'artistique ou je sais pas, sans parler de pourcentage, mais... oh, beaucoup plus que ça, je pense. Je pense que vraiment, c'est une part beaucoup plus importante, l'administratif, mais c'est comme tout, c'est des choix de vie. C'est que moi, j'ai choisi avec d'autres, parce que je suis jamais tout seul. C'est aussi des philosophies de vie, de se dire qu'on peut faire les choses à plusieurs et partager un peu le poids sur les épaules. On a choisi à plusieurs de se dire que on allait faire nos spectacles, on allait diriger notre compagnie et on allait diriger notre théâtre. Donc forcément, une fois que tu fais ce choix-là, oui, ça te prend beaucoup de temps pour tout mettre en œuvre. Mais après, il y a des artistes-interprètes qui sont juste artistes-interprètes, Oui, d'accord, oui, c'est qui vrai. n'auront jamais de leur vie Oui, fait des dossiers de demande de subvention, oui. ça dépend où on se place. Pour moi, c'est inimaginable. Mais parce que c'est un endroit du stress que je savais pas gérer en fait aussi, hein. Quand t'es jeune comédien et que tu te dis merde, il va falloir que j'attende à côté du téléphone qu'on me propose du travail, bah tu te dis aussi très rapidement, oh, je crois que je vais peut-être le créer le travail. Tout à fait, je peux comprendre tout à fait ça. On va du coup aller commencer par la base et après je pense sans doute on reviendra du coup à toutes ces questions. Euh, d'où ça vient et du coup quel est ton cursus? Alors ça c'est un peu la question large mais peut-être pour commencer déjà est-ce que ça part de quelque chose? Est-ce que ça part de l'enfance? Alors le classique alors peut-être je casse un peu le suspense mais c'est genre j'ai fait du théâtre au collège et j'avais une prof de français super et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comédiens Elle qui s'appelait, et partent de là. elle s'appelait Brigitte. Ouais. Pour toi aussi du coup? Non. Non, non, moi j'ai voulu faire du théâtre très, très tôt. J'ai eu la chance d'avoir dans une ville des cours de théâtre qui commençaient vraiment très très tôt. J'ai commencé en CE2. D'accord, ah oui.
Donc je sais plus à quel âge ça correspond, mais c'est Ouais, en c'est 8 gros, ans, ouais. voilà, un truc comme ça. Donc il y avait des cours de théâtre pour cet âge-là dans ma ville. Donc j'ai très rapidement plongé. Et ce qui a été génial, c'est que j'ai eu des successions de profs. J'en ai eu deux profs absolument incroyables, avec qui derrière j'ai travaillé d'ailleurs, et avec qui je continue de travailler. Et dans ce cours, on a fait du théâtre ensemble jusqu'à nos 18 ans. Donc, tu vois, si c'est 7-8 ans, on a fait du théâtre ensemble pendant 10 ans. Et ce théâtre, dans lequel on prenait des cours, nous a dit à la fin, écoutez, maintenant, vous avez un âge où soit il va falloir que vous alliez prendre des cours de théâtre parce que vous voulez en faire votre métier. Sauf que là, ça fait 10 ans que vous faites des cours amateurs. Soit vous allez en faire votre métier, soit ce qu'on vous propose, c'est que vous créez votre compagnie. Et on vous offre un temps de résidence pour faire vos propres spectacles dans le théâtre. Ce D'accord. qu'on a fait. Donc à 18 ans, on a créé notre compagnie ensemble, on a fait un premier spectacle. Et c'est un cercle vertueux parce qu'en fait, quand tu fais des spectacles, tu te montres et puis tu rencontres des gens. Et quand tu es en résidence dans un théâtre, en fait, tu rencontres d'autres gens et puis en fait, tu commences à travailler. À 18 ans, on était tous à peu près en école supérieure. Ah oui, tout Donc on a ça en fait, plus moi j'ai fait une fac des de, études. en plus Ouais, des études, classique, ouais. Moi j'ai entre fait une guillemets. fac de, ouais, moi j'ai fait une fac de géographie par exemple. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire avec des options d'urbanisme. Donc déjà, je commençais un peu à m'intéresser à ce qui se passait dans la rue. Euh, et puis je continuais à travailler en même temps. J'ai terminé mes études en géo. J'ai été m'inscrire aussi à Pôle Emploi en me disant, puisque j'ai travaillé, peut-être que je peux avoir un peu d'assurance chômage. Et la dame de Pôle Emploi m'a dit, ben, en fait, pour être intermittent du spectacle, il vous manque très peu d'heures. C'est que j'avais réussi pendant mon temps d'études à travailler et à faire des heures pour l'intermittence. Je me suis dit, en fait, je suis pas loin d'avoir déjà un métier. Et là, j'ai été faire une école de théâtre. D'accord. Du coup, t'es pas été intermittent, tu t'es pas. Et ben, j'ai été ici parce que j'ai aussi travaillé pendant mon école et Ah j'ai été d'accord, ok. intermittent au bout d'1 ou 2 mois à l'école de théâtre. Donc j'ai eu le grand luxe dans ma vie de travailler avant de commencer à chercher du travail. Oui, ça c'est. Et voire Voilà. même Et avant puis d'être formé officiellement. avant même d'être formé. Mais en vrai, on sait très bien que c'est une formation de base l'école et que c'est plutôt en travaillant enfin, qu'on apprend notre Tout à boulot. fait. Et surtout en rencontrant beaucoup de gens différents qu'on apprend les facettes de ce métier. C'est- Donc j'ai fait 1 an et demi d'école, qui était une école qui s'appelle l'école Auvray-Noroy, qui était affiliée au théâtre de la Bastille et au théâtre de l'Étoile du Nord, qui est une école qui existe toujours. Dans cette école, j'ai rencontré d'autres comédiens avec qui on a créé notre compagnie de théâtre et on a fait des spectacles en rue. Et le Ouais. spectacle qu'on a créé à la sortie de l'école, donc en 2012, il tourne encore. Et juste du coup, avant de revenir là-dessus, la fac de géo, du coup, tu nous as pas dit. Ouais, j'ai une licence, j'ai fait Ah ma oui, licence de tu l'as géographie. fini, d'accord, c'est ça que j'ai pas Ouais, compris. ouais. Du coup, c'est quoi? C'est Non, j'ai fait 3 ans? 3 ans, j'ai fait ma Voilà, licence. 3 ans. Ouais. Et à ce moment-là, tu t'es dit, ah bah je suis quasiment intermittent et. Ouais, bah, Enfin, enfin, tu t'es ça me rendu. titillait déjà depuis un bout de temps, je travaillais, mais en Oui, fait, oui, oui. ça a été Mais en fait, ça n'a pas il y été a au eu bout deux d'un an de choses qui me. fac de géo, tu t'es Non, dit, allez, je change tout non, et. non. Et quand bien même je voulais aller au bout parce que Hmm, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. hmm. Et c'est beaucoup plus facile de faire des études quand t'as plus de pression, en vrai. Ah oui, tu t'es dit, bon, je la fais par principe parce que j'ai envie, Parce que j'ai envie, mais ouais. je suis quasiment sûr de pas bosser dans la géo et dans l'urbanisme. Et. Ouais, D'accord. clairement. Et donc en fait, tu l'as après, ouais. Plus Bah, facile quoi. c'est beaucoup plus chouette, ouais, de faire des études Ah bah, quand c'est vraiment l'envie qui te motive. Et bon, même si c'était difficile et que je pense pas avoir été un étudiant brillantissime, mais c'était ouais. chouette. Et, euh, et en fait, il y a deux éléments déclencheurs. Il y a ce truc purement technique de Pôle Emploi qui te dit que t'es pas loin d'être intermittent. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que j'étais en plein déménagement d'un pote. On était au mois de juillet ou août, je sais plus. Enfin, il faisait extrêmement chaud, déménagement assez horrible. Et j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, écoute, voilà, dans 2 heures, là, il me reste une place pour une pièce de théâtre qui s'appelle Forêt de Wajdi Mouawad. Tu vas voir, c'est un metteur en scène qui est libano-québécois. La pièce dure 4 heures. C'est dans 2 heures à Malakoff. Au théâtre de Vanves. À Au Paris. Malakoff, je sais plus. Bon, bref. En banlieue parisienne, ouais. Et là, je me dis, oh là là, je suis dégueulasse. Je suis encore dans ce déménagement. J'ai pas du tout envie d'aller. Il fait tellement beau.
j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans un théâtre. Et puis elle me dit, ah, écoute, viens quand même. Je dis, ah, 4 heures. Et en fait, c'est une pièce qui est sublime, magnifique. J'ai pleuré pendant 3 heures, j'ai ri aux éclats pendant 1 heure. Ça m'a, ça m'a bouleversé et vraiment, et cet auteur, metteur en scène m'a bouleversé et m'accompagne beaucoup. Wajdi Mouawad, qui est maintenant directeur du théâtre de la Colline à Paris. Et, euh, et quand je suis sorti de la pièce, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que je veux faire. Oui, tu connaissais déjà bien le théâtre par l'expérience amateur, puis par le travail et tout. Exactement. Et là, et malgré ça, parce que souvent, plus on voit de spectacles, plus on est blasé par des spectacles, entre guillemets aussi. Et c'est dur d'être bouleversé. Mais là, ça a été le cas avec cette pièce. Ah ouais, vraiment, mais tout, parce qu'il y avait un côté, il y avait un côté épique. euh, C'était une histoire incroyable. Les décors étaient simples mais grandioses. Il pleuvait sur scène, c'est ouf. Ouais. Et puis ils étaient nombreux et ils avaient l'air de s'éclater. Et j'ai un souvenir qui est vraiment marquant de ce truc-là, c'est à l'entracte. Donc ça fait déjà 2 heures et demie que tu viens de voir une pièce, hein. Pour, je Ah pense, oui. 90% des spectateurs, déjà c'est monstrueux. Mais ça fait 2 heures et demie, t'as l'impression que ça fait un quart d'heure que ça a commencé. Ouais, c'est ça. Et là, t'es en train de fumer ta clope dehors devant le théâtre, en train de te dire mais qu'est-ce que je suis en train de voir de dingue. Et t'as tous les autres acteurs qui sont là, qui viennent de jouer un drame absolu, qui sont en train de fumer leur clope avec toi. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi cette expérience? Je le connais C'est-à-dire ce que, gars, non? tu vois, ils étaient en costume, encore Ah maquillés, oui. etc. Mais c'est que, il y avait ce truc de dire, en fait, ça appartient au théâtre. Et puis, et dehors, il y a une autre vie, il y a autre chose. Il y a un endroit de la catharsis, du drame absolu qu'on partage, mais il y a aussi une autre vie qui continue. Et ça m'a beaucoup plu, ce truc-là. Et on a beaucoup réutilisé après dans nos pièces le dedans-dehors. Ouais, finalement, ça presque tu recrées un quatrième mur en le montrant aux gens, à la fois en le cassant. C'est un peu. C'est. Bah ouais, Et mais c'était cool. C'était vraiment dingue. Forêt, cette pièce. Forêt. forêt. Si jamais des gens nous écoutent et veulent absolument voir qui est ce monsieur Wajdi Mouawad, il y a une de ses pièces, c'est une trilogie au début, cette pièce, que j'ai vue, c'était le troisième volet de la trilogie. Bon, après, j'ai eu la chance de voir les autres. La première, c'est Littoral, la deuxième, c'est Incendie et Forêt. Incendie, ça a été adapté au cinéma par un réalisateur qui s'appelle Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui a fait plein de films et je crois même qu'il a eu un Oscar. Ah oui. Bon. Mais ce film-là n'a pas eu d'Oscar, mais Denis Villeneuve en a eu en tant que meilleur réalisateur, je crois. Mais peut-être que je dis une énorme connerie, hein. Non, non, mais on vérifie pas de toute façon Mais ici, hein. Tu peux dire ce qu'on veut, on voilà. croit. D'ailleurs, tu Et, es Michel le et bricoleur. voilà. Non, pardon. Donc, cette trilogie, Littoral, Incendie, Forêt, absolument incroyable. Que après, il a monté dans l'intégralité à la suite, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est- Donc t'imagines quand Forêt ça dure 4 heures, donc Oui, les autres pièces elles sont à peu près durée équivalente. Là c'était 12 heures de spectacle. Et le spectacle commençait, le soleil se couchait, et le spectacle finissait, le soleil se levait. Donc pareil, là, en ah termes oui. d'expérience, c'était assez Et du dingue. coup, de nuit, il a pas fait le choix de dire, bon, on commence le spectacle à 10 h le matin pour. Non, bah non, parce que c'était à Avignon et Oui. en journée après Ah il oui, fait il fait chaud. vite chaud en juillet, effectivement. Bon, et du coup, après ce bouleversement. Alors, c'est à quel moment ça, pardon? J'ai pas compris. Pendant que t'étais en fac de géo? Ou Bon, ça t'étais. doit être quasiment fin de la fac de Géo, donc ça doit Oui. être genre 2009, un truc comme ça, par là. Et t'avais déjà pensé à la Au transition gros ou c'est pif, hein. vraiment ça qui était vraiment le point de départ? Tu t'es dit, ah mais Non, non, enfin, après derrière, il n'y avait pas de doute quoi. après derrière, j'ai été à Avignon avec un spectacle où je faisais de la régie lumière, où je les accompagnais. J'ai rencontré plein de comédiens. On m'a parlé d'une école. Je me suis dit, oh là, qu'il y a quand même beaucoup de signes qui, euh, qui s'accumulent. Et derrière, j'ai fait cette école. Et tu nous disais juste après, t'as créé un spectacle avec les comédiens de l'école, du coup avec tes collègues ou avec ceux de la troupe pendant ta fac de Ouais, géo? avec. Ou ça s'est mélangé tout? Non, non. Ceux de ma troupe d'origine, en fait, ils sont tous partis dans plein de trucs différents. Il y en a un qui vient juste de finir médecine, qui est médecin réanimateur, anesthésiste. Donc là, il doit avoir pas mal de boulot. C'est ce que j'ai dit, bravo à lui. Il y en a une, ouais, il y en a une qui est psy. Et en fait, sur le groupe de 6, on n'est plus que 3 à avoir fait vraiment comédien. Il y a un comédien qui s'appelle Olivier Bonneau.
C'est Olivier déjà, Bono maintenant qui c'est déjà joue. pas mal, 3 sur 6 finalement pour. Alors Ah c'était bah oui, même, c'est pas mal. c'était après l'amateur, mais c'était quand même pas encore professionnel. Ouais, ouais. Et puis derrière, ils ont tous fait des très belles écoles et ils ont des très belles carrières. Voilà, Olivier Bono qui joue dans les films des Frères Dardenne et qui est un comédien de théâtre absolument magnifique. Et Océane Cour que je retrouve maintenant dans une autre pièce là, avec qui je vais rebosser 10 ans après. Par hasard ou par choix? Par complètement hasard, on a fait un stage ensemble sans se prévenir. Et c'est au moment où ils ont envoyé le planning du stage et que j'ai vu les mails de tout le monde qu'on a vu qu'en fait on faisait le stage ensemble. Donc 10 ans après, on s'est retrouvés et puis on s'est dit on va retravailler ensemble quand même. C'est quand même un métier du coup de réseau et de. C'est le monde est petit, on se retrouve vite avec des gens qu'on a déjà vus et qu'on connaît. Ouais, souvent pour le Ouais, meilleur, du coup, pour retrouver des amis. C'est, ouais, il y a quelques connards quand même, hein, faut le dire. ouais, faut le dire, mais souvent c'est plus facile d'éviter les connards que de bosser avec ses amis. Mais... Ouais. Et donc, Et, tu disais, donc et avec l'école. voilà, en gros, on a fait cette école. Donc c'était pas des gens de la troupe de départ, c'est vraiment il y avait deux personnes de l'école et une quatrième personne qui s'appelle Fanny Humbert qui est ma co-metteur en scène avec qui on fait tout le spectacle ensemble. Et Fanny, on s'est rencontrés dans une autre compagnie qui faisait de la rue et du théâtre masqué. Donc on a commencé ensemble le théâtre masqué. C'est là où on a chopé tous les codes du théâtre de rue, où on s'est fait un peu un langage commun et c'est après ensemble qu'on a été choper des gens de mon école, d'autres gens d'ailleurs, et qu'on a créé nos premiers spectacles. Parce que au moment où tu fais cette école après ta fac, t'étais pas encore dans la rue spécialement. Non. C'était. Non, on avait fait un peu. Si, si, je bossais avec une compagnie de théâtre masqué de rue, mais c'était, je sais pas, on faisait une dizaine de dates dans l'année. C'était pas. Moi, je faisais essentiellement de la salle. C'était pas ta spécialité comme ça l'est maintenant, si j'ai tout compris. Non, ouais, pas du tout. Mais Maintenant parce que que tu. quand t'es à l'école, tu te cherches encore, hein. Oui, non, mais et ça sert à ça, justement, les écoles, mais Hmm. peut-être. Mais c'est pour comprendre le parcours. Tu fais pas de la rue depuis que t'as 6 ans, depuis le CE2. Mais- Ah non, pas du tout. Et, et du coup, Et, je vais euh, pouvoir. et clairement, la rue maintenant, c'est en termes de jeu de comédien en tête vivant, c'est 90% de mon activité. Et, et, et qu'est-ce qui t'a fait faire ce choix-là? Si c'est, j'imagine que c'est un choix. De, qu'est-ce que tu préfères dans la rue, on va dire, qu'au théâtre sur plateau? Alors, c'est pas ce que je préfère peut-être, mais. Qu'est-ce qui t'attire plus dans la rue que dans le théâtre? Il y a mille choses et c'est ça qui est brillant dans la rue, c'est que déjà il y a un premier truc, c'est que la première pièce qu'on a pu faire avec Fanny, elle était en salle, on a répété pendant des mois et des mois et on l'a joué deux représentations. Il y avait un peu de monde, mais c'était- pour nous c'était vraiment un réseau trop dur à percer, mais vraiment trop dur. Euh, Quand on a créé Avar et qu'on a été en rue, on a été à Aurillac, c'était nos premières représentations. En fait, dès la première année d'exploitation, on avait joué 50 dates, Ah oui. sans trop les chercher. On jouait à Aurillac, après 4 représentations, on avait 150 personnes qu'on ne connaissait pas devant nous. Et ça n'a été que en deuxième Aurillac, on avait 500 personnes devant nous. C'est une sensation qui est quand même dingue. On joue quand même pour être vu. Ce serait complètement faux de dire que qu'il y ait 10 personnes dans la salle ou 200, ça change rien. Si, ça change tout. Bah là, en rue, potentiellement, on peut avoir beaucoup de monde qui viennent voir nos spectacles. C'est une euphorie de dingue. Et c'est absolument génial. Et accessoirement, si je veux une scène de théâtre qui fait 20 mètres par 20 mètres, en rue, je peux le faire. Si je veux faire rentrer une voiture sur scène, en rue, je peux le faire. Euh, sur un plateau de théâtre, quand tu commences, tu joues quand même souvent dans des garages. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc, et donc, c'est oui, presque plus par facilité d'accès au Bah, travail finalement. Parce qu'effectivement, par facilité d'accès, et par pas. le côté page blanche quand t'es artiste, de te dire je peux faire ce que je veux, pas de limite. Et puis Oui, après, il y a un rapport au public qui est incroyable. Il n'y a pas de quatrième mur. Tout ce qui se passe, tu es obligé de l'intégrer à ta pièce. On est vraiment dans la plus pure tradition du théâtre vivant. Là, le vivant fait partie de la pièce. Et c'est gratuit. Tu rencontres des publics que tu ne rencontres pas en salle, vraiment. Et moi, je dis souvent que en salle, le public part du principe
qui va pas aimer et il faut faire beaucoup pour aller le chercher. En rue, c'est exactement l'inverse. Le public part du principe qu'il va adorer et il faut faire quand même beaucoup pour qu'il déteste. Et s'il déteste, contrairement en salle, il va pas te huer, il va s'en aller et c'est tout. C'est quand même une liberté de dingue. T'aimes pas un spectacle, tu peux t'en aller. Ça, c'est effectivement. Et encore plus quand. Enfin, c'est plus facile quand le public n'a pas payé sa place, ce qui est quand même beaucoup plus le cas, je pense en proportion, dans tous les festivals de théâtre de rue. Enfin, dans le théâtre de rue en général, c'est souvent que en théâtre. Enfin, Hmm. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr, il y a très très peu de billetterie en tête de rue. et ça permet de voir du coup tous les publics, autant. Enfin, je trouve aussi de mon expérience, autant. Autant des gens qui iraient voir du spectacle parce qu'ils ont l'habitude, et du coup qui vont au théâtre, qui vont au cinéma, qui vont voir même des opéras, de la danse, qui ont l'habitude de la culture au sens large, que des gens qui c'est leur sortie de l'année parce que la mairie elle fait un spectacle par an Hmm. dans, dans le village. Et ça permet aussi de mélanger ces gens-là. Enfin, pas dans le but de les mélanger, mais dans l'accès à. Ces deux personnes voient le même spectacle et profitent de la même expérience au même moment. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et puis au-delà de la convivialité, c'est quand même un truc de dingue qui se passe, c'est que ça a été beaucoup théorisé en urbanisme sur les lieux de passage, c'est-à-dire que la rue aujourd'hui c'est devenu un lieu de passage. Et on le voit bien, la façon dont les places sont réorganisées aujourd'hui, on essaye absolument de laisser place vide le plus possible pour qu'on puisse voir les panneaux de publicité le plus loin possible et le plus longtemps possible. Il n'y a plus rien qui arrête notre regard, il y a de moins en moins d'arbres, il y a moins, il suffit de voir le mobilier urbain, les fauteuils, les sièges, comment ils sont foutus. Enfin, on empêche même. Enfin, il y a toute une théorie aussi du mobilier urbain pour empêcher les SDF de rester sur place. Le but, c'est d'être un lieu de passage. On s'arrête plus dans la rue. Quand il se met à avoir de l'art dans l'espace public, en fait, à un moment, tu te mets à re-regarder ta rue, à re-regarder ton espace, et ça t'habite bien plus longtemps que le temps de la représentation. Et moi, c'est un peu ce qui, là, pendant le confinement, quand je vais faire ma balade de temps en temps dans le quartier, en vrai, puisque tu es confiné qu'à 1 kilomètre de chez toi et que tu peux te balader que dans le quartier, mais moi je redécouvre, alors je veux pas faire mon poète à deux balles, mais vraiment je redécouvre des immeubles où je me dis, ah purée, il y a vraiment des très très beaux trucs. Tu lèves plus facilement la tête là parce qu'en disant bah, de toute façon j'ai 1 kilomètre, bon faut que je change d'horizon et que tu lèves la tête Mais et tu. Mm. c'est la même chose dans les spectacles de rue en vrai. Quand à un moment t'es posé et que le spectacle commence dans une demi-heure, bah en fait tu réhabites l'espace vraiment. Tu te réappropries l'espace public et c'est vraiment ça qu'on défend. Et Et c'est pas du militantisme de non, communiste, hein, de dire ça, c'est vraiment un truc de se dire, oui, il y a un espace qui est de moins en moins public, bah au moins un peu d'art dans l'espace public, ça permet de se le réapproprier. et, et tout le monde, que ce soit les artistes qui du coup s'approprient vraiment l'espace parce que ils sont obligés de créer leur spectacle dans la rue et le public du coup Ah bah on qui en change de profite. paradigme. Quand tu vas dans une salle de spectacle, c'est le public qui est invité chez l'artiste. Là, c'est Mm. exactement l'inverse, hein, c'est nous qui sommes invités chez les gens. En vrai, c'est leur place, c'est leur ville, c'est leur rue, Oui, et ça passe pas au même endroit. c'est tout à fait, c'est intéressant. Ouais. C'est tu vas souvent plus les déranger dans le sens enfin dans le sens pardon d'habitude, tu vas leur Mhm. casser leurs habitudes en venant jouer chez eux, plus Ah que bah dans un c'est sûr que c'est théâtre où chiant, c'est. hein. C'est chiant un artiste dans la rue, ça bloque des rues, ça met du son, ça amène du monde. Mais après, c'est aussi une force économique considérable. Ah bah oui. J'ai dire ça, c'est pas le débat, mais c'est peut-être ça l'est peut-être, mais ça l'est peut-être pour Bah, certaines personnes qui voient pas le. bah, malgré tout, par exemple, un festival comme Aurillac, euh, c'est quand même une petite ville, Aurillac. C'est un festival international qui déplace des milliers et des milliers de gens. En termes d'impact économique et touristique, c'est quand même très important. Ah mince. Et puis, moi, un autre truc qui m'intéresse puisque tu posais la question, qu'est-ce qui m'intéresse dans la rue, c'était aussi très rapidement de découvrir des écritures et des formes, où on a une imagerie du théâtre de rue qui est le cracheur de feu sur échasse, ou le punk à chien qui fait des bolasses enflammées à 2 heures du matin. Ça existe, évidemment. Et il y a des échassiers et échassières de dingue. Il y a des cracheurs de feu qui font des spectacles sublimes. Il y a des mises en feu de ville qui sont absolument bouleversantes. Mais c'est pas que ça. Il y a des formes d'écriture nouvelle qui sont absolument incroyables. Et c'est un bouillon de culture, en fait, là, les arts de rue.
Les possibles sont tellement immenses qu'il y a des exigences d'écriture, des exigences de forme aussi. Et, euh, comme on a pu se moquer du théâtre jeune public pendant longtemps, en estimant que c'était du spectacle pour enfants nuls, bétifiant de médiathèque, et puis en fait, il a fallu qu'il y ait deux, trois grands metteurs en scène qui commencent à faire des spectacles et se penchent dessus, pour qu'on se dise en fait, il peut y avoir des formes théâtrales absolument incroyables en jeune public. Et ben, c'est un peu la même chose en rue. Il y a quelques noms qui se penchent, qui viennent de la rue d'ailleurs, qui se penchent dans les formes, et en fait, ça dépasse les frontières et il suffit de voir la machine de Nantes euh, pour voir que ça a dépassé les frontières et que ça transforme considérablement l'espace public en espace poétique. Et, euh, et c'est des belles cartes de visite aussi. Et est-ce que tu es capable là de faire un petit historique du spectacle de rue, peut-être dans les Oh non, dates ou non? Même en je, gros? je, je suis pas capable. C'est la question piège, hein, je Euh, sais pas, moi je pose des questions parce que ça m'intéresse, mais t'as le droit de pas avoir la réponse, hein. non, de parler de l'historique des arts de la rue, c'est impossible parce que ça serait résumer une pensée anarchiste et hétéroclite, et c'est impossible. Anarchiste dans le sens où tout s'est fait et tout reste Oui, à faire. C'est-à-dire que ça a dynamité le genre. Il y a eu un rapport direct au public qui a dynamité la façon dont on parle, oui. qui a dynamité les formes et les possibles. Et mais c'est un milieu qui n'est pas encore reconnu par les pouvoirs publics. C'est minime. Je donne juste un chiffre. Là, je mets une autre casquette Oui, oui, non, mais militante, mais vas-y. qui est parlant. Ce chiffre est parlant. En France, il y a plusieurs systèmes. Il y a un système qui s'appelle les scènes nationales, les centres nationaux. Si tu prends tous les centres nationaux des arts de la rue, que tu mets leur budget ensemble, il est plus petit que le plus petit des centres nationaux en salle De théâtre conventionnel ou classique, de enfin, théâtre ouais. conventionnel. C'est-à-dire que tous nos centres nationaux à nous des arts de la rue ont un budget cumulé ensemble plus petit que le plus petit de un seul de salle. Oui, Donc oui. le chemin, il est loin encore. Et, et, et enfin, pour revenir un petit peu à mon historique, ça existe depuis tout le temps, de toute façon, l'art de la rue. Enfin, en fait, quand j'ai posé la question, je me suis dit, mais c'est un peu con comme question, parce que est-ce que finalement les troubadours du Moyen Âge, bon, ils étaient peut-être dans les châteaux, mais peut-être est-ce qu'ils étaient pas aussi dans la rue? Est-ce que les formes d'art avant qu'il y ait du théâtre, de toute façon, étaient dans la rue, forcément? Enfin, Bah, dans l'absolu, oui, le théâtre de rue a toujours existé, mais comme ont existé toutes les formes d'art, on n'est que dans la réinvention constante. Oui, le théâtre de Tréteau de la comédie italienne, c'était du théâtre de rue. Si on pousse le bis jusqu'au bout, le théâtre antique, c'était dans des théâtres à l'extérieur. oui, tout à fait, oui, oui. On peut pousser tout ça, hein. Non, mais Mais de même qu'on pourrait s'imaginer que les peintures des grottes de Lascaux, c'est du graffiti. Est-ce que c'est du street art? bah oui, ouais, pourquoi pas? Non, mais je me suis bien rendu compte que ma question était un Il y peu a une con, phrase d'un... Non, non, elle est pas du tout non. conne, parce que on peut s'imaginer que ça existe de tout temps, mais après le conscientiser, c'est très différent. C'est-à-dire se dire, en fait, non, nous, on va aller dehors. Oui, C'est pas oui. parce qu'on est contraint d'aller dehors, c'est parce que c'est un choix. Et la conscientisation, oui, elle a une cinquantaine d'années. Il y a Illotopie qui a une phrase, une compagnie de rue qui fait partie je sais pas comment on dit, des piliers. Les piliers. Ouais. Des, ils ont une phrase très juste et très belle et très poétique. C'est qu'ils disent, on a été faire du théâtre dehors parce que dedans il faisait trop froid. Effectivement, c'est beau. Voilà, cette idée, elle est assez chouette. Tout à fait, je partage. Je plus sois, comme on dit sur Internet. Mais tu parlais d'une cinquantaine d'années quand même. Donc là, Alors, est-ce que c'est la réinvention, je mets toujours des guillemets partout parce que j'utilise des termes peut-être, mais je sais pas, mais la réinvention du théâtre de rue moderne, tu parles de choix d'aller dans la rue du coup d'une cinquantaine d'années, mais Non, mais je serais pas vraiment pas capable de le dire. Mais ce qu'on peut dire peut-être c'est il que suffit de voir, en fait, il suffit de... Ouais, vas-y, pardon, vas-y, bien sûr. on a du décalage comme à la télé. Mais peut-être un indicateur, c'est peut-être le nombre de festivals et notamment peut-être la création des gros, enfin qui maintenant sont devenus des gros festivals de rue
et qui défendent la rue et que c'est pas un festival de théâtre qui a dû se faire dans la rue et qui avec des moyens s'est transformé en théâtre. C'est des... Enfin, je pense Mhm. notamment parce que du coup ils se sont annulés récemment pour cette année à cause du coronavirus, du Covid-19, euh, à Chalon dans la rue et Aurillac avec Aurillac, c'est les années 80, c'est en 85 ou 86. Donc ça donne quand même une grosse c'est idée. En 85-86, je sais plus la date, mais je dans suis ces eaux-là, quasiment oui, sûr de oui. pas me tromper, hein, c'est ça. Euh, le festival, c'est 4-5 compagnies au début. Mm. Et les habitants savent absolument pas qu'il y a un festival. C'est-à-dire qu'ils voient un mec qui arrive avec une 2 chevaux, qui fait un spectacle, et puis c'est comme ça que ça lance le bordel. Et ce mec, c'est le Théâtre de l'Unité, et c'est Jacques Lifshitz. Et c'est des aventures qui se poursuivent derrière. Mais oui, c'est un événement fondateur, la création d'Aurillac, clairement. Ça permet en tout cas de nous mettre, de mettre un référentiel pour s'imaginer la suite, de se dire que peut-être avant c'était pas aussi, enfin c'était pas autant, comment dire, ancré peut-être. Moins identifié, oui, en tout Oui, cas. voilà, c'est ça. En tant que théâtre de rue, discipline, Hmm. comme une autre. Ouais. On va revenir un petit peu à ton parcours. Oh là Donc là. 2012, tu crées. Alors tu parlais de l'Avare, c'est ça? C'est ça Ouais, le spectacle Avare. de On a fait l'Avare? sauter le L. Ava. Ah oui, pardon. Avare. Avare, qu'on a créé en 2012, donc après cet échec cuisant de la précédente pièce. Ah, de Euh, Ah oui, pardon, de la pièce en théâtre. ah ouais, en Ouais. salle. Qui était une adaptation du Peter Pan de Loisel, de la BD de Loisel. Euh, bon, Et moi je continue de pardon, penser que c'était du génie, c'était mais la même troupe. C'est vraiment la oh, il y même en avait troupe? beaucoup. Oui, Non, non, enfin. non. Non, non, mais c'était un échec cuisant parce qu'il y avait beaucoup trop de monde au plateau. Je crois qu'on Hein. était 8 ou 9. C'était monstrueux. Les décors étaient beaucoup trop lourds à transporter. Et en plus, on avait des problèmes de droit avec la pièce. Donc en fait, c'était Le, voué. le bon point de départ pour lancer une pièce quand t'es jeune comédien, quoi. C'est... Mais en fait, en vrai, c'était le bon point de départ. Parce que une fois qu'on a traversé ça, on s'est dit, ok, on veut euh, plus de décors. On veut une pièce qui puisse se bouger super facilement. À l'époque, c'est que j'avais la break de mes parents et il fallait absolument que le décor tienne dans le coffre de la break. Oui, Voilà, ouais. c'était La le parti pris. contrainte. Ouais. On s'est dit pas beaucoup de comédiens. Il faut que ça puisse tourner. Il faut que ce soit un classique tombé dans le domaine public. On veut pas avoir de problème de droit. Et on veut jouer ce spectacle. On veut pas répéter 6 mois pour jouer 2 fois. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer l'Avare. On était en train de faire un dîner anti-crise. C'était au moment de la crise grecque. Ah, Et, euh, et du coup, on s'est dit, ah bah, ça, on va parler d'argent, ça va être chouette. Et puis, mais alors, qui va jouer quoi? Ah bah non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer tous les rôles. Et, euh, et on est parti de cette idée complètement conne, en pensant que ça allait nous permettre de faire moins de répétitions. ah On oui? s'est dit, on va apprendre tous les rôles de la pièce. Comme ça, n'importe qui pourra jouer tout. Et c'est le public qui tirera au sort. Ça a été un boulot monstrueux d'apprendre toute la pièce. Mais monstrueux. Euh, mais c'était tellement excitant. Ce qui fait que quand la pièce commence, on peut jouer tous les rôles de la pièce et c'est le public qui tire au sort la distribution. Ça fait 124 possibilités de pièces. Ah oui. Euh, les hommes peuvent jouer les femmes les hommes, un jeune peut jouer un vieux. On n'est pas du tout dans ces considérations-là. L'idée, c'est juste de jouer. Et on y va donc. Et, je veux dire, ça marche avec le public, ça fait un peu vendeur de chaussures, mais c'est, Bah c'est ouais, aussi ça a l'avantage, plutôt bien marché. c'est l'avantage de la rue aussi, c'est d'avoir du contact. C'est beaucoup, j'ai l'impression que c'est plus facile de le faire en rue. Enfin, c'est beaucoup plus naturel de le faire en rue que de le faire en théâtre, Trop forte cette lumière. en théâtre physique. Elle Je sais pas m'aveugle. comment l'appeler du coup. Comment on appelle le théâtre? En théâtre en salle du coup, oui. Théâtre en salle, ouais. Le théâtre sous plafond, quoi. Du coup, C'est l'interaction ça. est beaucoup plus naturelle en rue que en salle. Bah c'est sûr que quand t'es bien assis sur un fauteuil dans le noir, t'as un peu moins envie d'aller intervenir dans la pièce. Quand t'es assis sur une moquette au soleil, oui, ça te met dans un rapport d'action qui est différent. Et de proximité, tu sais qui te voit, le comédien. Enfin, tu sais que le comédien te voit. Alors, ce Ouais, qui est ouais, peut-être pas forcément le cas en théâtre. En théâtre, tu pourrais presque être sur ton téléphone en salle, être sur ton ouais, téléphone tu mets et une distance. Mais c'est après, il y en a pas. Quand je dis tout ça, c'est que j'en considère pas un mieux que l'autre, hein. tout à fait, tout à fait.
c'est vraiment des modes d'expression très différentes. C'est comme si on comparait la culture et la peinture, ça n'a rien à voir. Euh, Sauf que nous, c'est là-dedans qu'on s'est épanoui, on s'est dit, ok, ben ça nous correspond. Donc on a créé ce premier spectacle qui tourne encore, qui nous fait vivre, euh, pas en ce moment, mais qui nous fait vivre. Puis après, on a créé un deuxième spectacle en diptyque, en miroir, qui s'appelle Don Juan, où là, on ne travaillait plus sur le tirage au sort. Le tirage au sort, il n'était pas gratuit. Oui, c'était vendeur, mais c'était pas que gratuit. Ce qu'on voulait raconter, c'était l'idée de posséder un rôle. Qu'est-ce que c'est de se dire qu'on veut absolument jouer le premier rôle? Parce qu'évidemment, on se tire la bourre dans la pièce. Elle se passe pas exactement comme prévu. Et dans Don Juan, là, on voulait travailler sur la manipulation. Voilà. Et donc cette Manipulation de pièce-là, qui, malheureusement, du coup? ah bah ça. Faut venir voir la pièce. Euh, Ça c'est. euh, la manipulation de qui? En fait, Don Juan, on voulait pas le voir nous comme un prédateur sexuel, mais plutôt comme quelqu'un qui va remuer l'ordre établi. C'est-à-dire qui questionne l'idée de la famille, l'idée de l'argent, l'idée de la religion, l'idée de la sexualité, l'idée de la séduction. Et oui, l'amour et la séduction, c'est un moyen de foutre le dawa, mais c'est aussi un grand manipulateur pour arriver à ses fins, pour oui, pour retourner la société, quoi. Et on avait envie, je peux malheureusement pas le dévoiler, dans le processus de la pièce, de de mettre le public dans un sentiment de manipulation. Le public peut agir sur la pièce. Alors du coup je réfléchis parce que moi j'ai l'ai vu la pièce et du coup. Hmm. Mais effectivement, Mais mais tout à fait. là, ça Oui. devait être nos dernières représentations. On devait jouer au festival de Blanquefort et Chapelle-Belle. Donc on se faisait une grande, grande joie de pouvoir aller jouer là-bas. C'était les dernières de ce spectacle. Et malheureusement, il n'y en aura pas, donc on ne pourra même pas fêter C'est nos dernières de c'est ce ce que j'allais spectacle. dire. Il y a rien de plus frustrant de se dire bon bah on fait la dernière. Déjà ça fait ça fait un peu quelque chose au cœur de se dire bon les 10 prochaines c'est les dernières. Si en plus Ouais. tu les fêtes pas, enfin tu les fais pas et du coup tu fêtes pas la dernière qui était du coup la vraie dernière. Je peux toutes mes Bah, condoléances. surtout que ce spectacle, ça fait 7 ans en fait en vrai qu'on le joue. 2014, ça fait 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, 7 ans. Ça allait être la septième édition. De se dire que tu dis au revoir, après 7 ans, tu dis au revoir à un spectacle aussi salement, c'est un peu. C'est pas très agréable. Est-ce que vous n'allez pas profiter des 10 ans de la troupe, de la compagnie pour refaire un petit un petit Don Juan du coup pour faire une vraie dernière ou une Bah, est-ce c'est que dans les cartons. oui, est-ce que bah de toute façon C'est il dans faut les cartons, mais on aimerait bien faire une belle dernière avec plein de potes dedans. Oui, mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est beaucoup de boulot de toute façon de faire une pièce même un Molière qui pourrait finalement être assez simple enfin je pense en concrètement en termes de texte et de c'est pas les textes les plus Ah, longs, c'est pas c'est forcément méga compliqué, Molière. Ah oui? C'est très très compliqué parce que c'est que du rythme. C'est Et du jeu, il y du a coup? c'est que du Enfin, jeu. oui. C'est un rapport de comédie. En fait, c'est une langue qui est quand même, on dirait évidente, mais malgré tout, elle est un peu datée cette langue. Et pour la rendre pas datée justement et d'aujourd'hui, bah, ça demande beaucoup beaucoup de boulot. Euh, Si tu veux le monter classiquement, juste foutre des costumes, effectivement, tu fous des costumes d'époque et tu dis le texte, ça va assez vite de monter Molière. Si tu veux essayer de le monter et raconter quelque chose avec la pièce, ça prend, oui, un peu plus de temps. Mais non, en termes de rythme, c'est chaud. Des fois, franchement, on avait des sensations sur des scènes, sur des répliques, en se disant, mais cette réplique, elle est à hurler de rire. Et franchement, des fois, il y a des répliques, on a mis 1 an et demi avant d'avoir le premier rire, hein. Ah oui. Trouver le bon rythme, le bon angle. Mais ouais, mais non, mais c'est c'est très enrichissant de jouer Molière. Ça arme. Mais c'est peut-être pas évident dans une semaine, en une semaine de boulot, dans 3 ans, se dire allez, on remonte Don Juan pour rigoler. Ah non, Ça- on fera pas pour rigoler en tout cas. Et Oui, puis surtout maintenant, on a plutôt envie d'aller peut-être dans d'autres choses. oui, parce que du coup, l'Avare continue de tourner, encore, enfin, ou Ouais, aurait continué de tourner cet été. ouais. Bah, quoi qu'il arrive, il a des dates prévues là jusqu'à mars 2021. Donc avec tous les reports de l'année 2020, Oui. on sait qu'en 2021, si tout va bien, on devrait rejouer. Et donc avec la fin, du coup, vous avez senti venir, j'imagine, de Don Juan. Vous êtes en train de, vous avez préparé quelque chose d'autre? On a une Ou- troisième pièce qui tourne déjà depuis 2018.
Ou là, en par ailleurs, c'est une pièce qui s'appelle Route 1 d'une autrice québécoise qui s'appelle Carole Fréchette. Et là, c'est une pièce qui parle en toile de fond de la guerre du Vietnam, plus particulièrement de la photo de la petite fille au napalm. Je sais pas si ça peut parler à des gens, cette photo de cette petite fille après que le village a été bombardé au napalm, qui court, elle est nue sur un village, elle court sur une route. Et Carole Fréchette, en fait, fait parler cette petite fille, mais c'est que sur la photo, il y a 5 enfants. Donc elle fait parler 5 enfants. Mais ça pourrait être n'importe quelle guerre, qu'elle soit réelle ou fictive, une espèce de guerre qui pourrait nous habiter intérieur, un truc qui nous détruit. Euh, N'importe quelle guerre sur n'importe quel continent de n'importe quel siècle. Ça pourrait être n'importe quel enfant comme n'importe quel adulte. C'est très bateau ce que je suis en train de dire, mais elle a réussi à en faire un texte suffisamment universel pour juste raconter le besoin de se dire on sait ce qu'on quitte, on sait pas trop vers quoi on va parce que tout est délabré, mais l'important c'est peut-être d'y aller collectivement, d'y aller ensemble, de faire groupe. Et c'est exactement ce que raconte cette pièce-là. Et puisqu'il court sur une route, la pièce, nous, se passe sur 60 mètres de route, où en gros on a le public qui est fixe sur une partie et qui regarde la perspective de la route entre 60 et 80 mètres, où les comédiens jouent vraiment sur l'intégralité. Et pour les entendre, en fait, il y a un perchman qui les suit en permanence pour qu'on puisse entendre le texte de cette pièce. On pourrait se dire qu'on a l'habitude de voir des grands sons de lumière où on voit beaucoup de comédiens, mais sur 60 mètres enfin, à l'horizontale, d'ouverture, entre guillemets. Et Ouais, et là, ben non, là c'est 60 mètres de voilà, profondeur. vous avez fait Ouais. l'autre parti pris qu'on voit moins souvent, j'ai l'impression, en art de la rue, alors que c'est. Pourquoi pas, hein, finalement. Et pourquoi pas? C'est bête de pas y avoir pensé plus tôt, en fait. Ben oui. Bah, il y a cette contrainte du son, mais du coup, que vous avez résolvé avec le Perchman. Ouais, le perchman qui aussi raconte quelque chose parce que C'est dans ce que ces j'allais cinq dire, enfants j'imagine de que. les 5 enfants de la photo, il y a un sixième personnage qui est en fait le photographe de cette photo, qui a témoigné au monde de ce qui s'est passé. Bah là, c'est un peu la même chose. Le perchman, il témoigne au public de ce qui se passe. Il se fait le porte-parole, dans le vrai sens du terme. Oui, avec tout ce que ça implique aussi. Et on a Enfin, eu l'énorme chance que Carole Fréchette vienne du Québec pour nous voir c'était en septembre ou en octobre, là, en octobre, au festival Sens Interdit à Lyon, où ça a été un moment très émouvant pour nous vous- de rencontrer l'autrice, parce qu'en fait son texte n'avait jamais été adapté, et c'est un c'est la article du première. journal, c'est ça, non, à la base? Ou... C'est quasiment ça, c'est que en fait, c'est une commande du journal L'Humanité. Hmm. Donc probablement oui, avec une Enfin, publication dans le journal. ça avait pas vocation à être joué en théâtre, c'est ça que je voulais dire. Pas C'est particulièrement. pas. Ouais. Pas particulièrement, c'était pas la vocation première en tout Hmm. cas. C'était le journal L'Humanité qui avait demandé à des autrices et des auteurs d'écrire sur un fait marquant du siècle passé. C'était pour l'anniversaire du journal, donc je sais plus, peut-être les 150 ans du journal L'Humanité ou les 100 ans, je sais plus. Et donc elle a écrit sur ce fait marquant-là. Du coup, elle est venue nous voir à Lyon, et c'était très émouvant parce qu'en fait, non seulement ce texte n'avait pas été incarné, mais elle avait jamais été montée en rue aussi. Donc avec tout l'imaginaire et l'imagerie qu'il peut y avoir, en s'imaginant ce que ça allait être, et en se disant aussi, mais comment on va pouvoir entendre du texte en rue, parce que c'est très verbal. Et ça a été une très belle rencontre, et elle a été ravie, elle nous a écrit un très bel article derrière. Vous saviez qu'elle allait être dans le public à ce moment-là? Oui, oui, Ouais, on a fait beaucoup de demandes pour qu'elle puisse venir et d'avoir les subventions pour la faire venir. d'accord. Oui, c'était une volonté de votre part aussi, de présenter votre travail Ah oui, bien à sûr, l'auteur. on voulait absolument. Et puis là, maintenant, on fait tout pour pouvoir aller le jouer au Ah Québec. bah, Oui, parce qu'elle est québécoise, on lui a fait oui, traverser l'Atlantique. oui, c'est un petit peu plus compliqué à imaginer C'est un peu plus loin, oui. que de prendre le métro à Paris. Et, euh, et donc oui, elle a beaucoup aimé, elle a fait un article. Et, euh, et est-ce que vous attendiez quelque chose, enfin, comment dire, si elle avait détesté ou qu'elle avait émis des critiques, est-ce que ça aurait remis en question votre travail du coup sur la pièce? Ou Ah bah, je pense que si elle avait détesté, ça aurait été difficile pour nous de continuer à jouer la pièce. Euh, pour des bonnes raisons évidemment, hein, mais ouais, ouais, voilà. bah éthiquement, c'est Oui, compliqué quand même si tu joues une pièce et que l'auteur te dit je me retrouve absolument pas oui. là-dedans. Euh,
Après, ça dépend. Enfin, j'en sais rien. Non, non, mais. Écoute, j'ai même pas envie de me poser la Oui, tout question. à C'est fait. pas arrivé. C'est à ce moment-là que normalement voilà, les moins de 25 ans ils dabent. Ils font comme ça. Non, non, mais c'était Non. chouette. C'était une rencontre merveilleuse voilà. Et on continue de s'écrire aussi régulièrement. Et j'espère que ça peut lui avoir aussi donné des perspectives pour écrire pour la rue. Ça pourrait être Oui. chouette. C'était une auteure, une autrice de théâtre quand même, Ouais, à la base. ouais, ouais. Oui. Oui, elle est à l'équivalent de l'Académie française au Québec. C'est une autrice D'accord, qui est oui. jouée dans le monde entier et qui est vraiment reconnue. Hmm. Mais pareil, les auteurs de théâtre sont pas forcément connus du grand public. Mais Carole Oui, Fréchette est plutôt une actrice, elle a été hmm. actrice d'ailleurs, une autrice très jouée. D'accord, d'accord. Et donc voilà. Et donc ça, c'était projet en cours avec cette compagnie en tout cas. Ouais. C'est ce que Et tu puis défends là, le plus. C'est cette compagnie, c'est pas forcément le doublage ou. Parce que, enfin, cette compagnie, si tu devais choisir un projet qui te tient le plus à cœur. bah, je choisirais pas. Euh, non, non, mais c'est un peu ce qu'on s'est dit en tout début d'émission. Euh, j'ai choisi ce métier parce que je pouvais faire 1000 trucs. Donc, et que c'est là où est la flamme de pouvoir faire 1000 trucs. Si je devais choisir qu'un seul truc, j'arrêterais de faire ce métier en fait, et j'irais faire autre chose où je peux faire 1000 trucs. Donc, Mais de pas faire le choix faisait partie du choix, quoi. bah ouais. Mm, Et là, on essaye un peu de rêver le prochain projet, mais en confinement, c'est un peu compliqué de rêver au prochain projet. tout à fait. Et c'est une question du coup qui peut être intéressante peut-être pour les gens. La durée de vie du coup d'un spectacle en théâtre de rue, parce que j'imagine que selon tous les arts n'ont pas la même durée de vie. Et donc là, par exemple, on parlait que Avar était pas encore, avait 8 ans là, enfin septième saison, et que il était pas encore mort, là, a priori loin de là. La septième saison, c'est même Don Juan. Ah oui, Avar, c'est pardon. depuis 2012. Oui, c'est ça. Et donc Don Juan a tenu ces 7 ans. Est-ce Ça fait que, 9 ans, l'Avar. et donc là, tu te dis, bah pourquoi alors que 2018, pourquoi penser tout de suite à un autre projet après Route 1 alors? Parce que, parce On peut que, s'imaginer que tu as encore 3 4 ans de tranquille avant de le faire. non, je pense pas. Parce qu'en fait, en vrai, on a eu la chance d'avoir un spectacle qui a énormément tourné. Là, on est sur tu parlais de ce qui est vendeur. Bah, malgré tout, c'est aussi une économie. Oui, un Avar, c'est 1000 fois plus vendeur qu'un spectacle sur la guerre du Vietnam. Hmm. Donc, on a besoin de penser à un autre spectacle. Euh, Parce qu'on est dans des modes de production qui sont très longs, même en rue, et qu'il faut avoir un coup d'avance. Donc, un spectacle qu'on met maintenant en œuvre, il sortira pas avant 2022. Donc oui, tu vois, même si on tourne encore bien pendant 2 ans, bah, il faut que dans 2 ans, il y ait un autre spectacle qui soit là. Donc c'est dès Oui, maintenant que ça oui, s'imagine. Euh, et parce qu'on est dans un réseau qui est pas suffisamment subventionné et qu'on arrive à vivre que de la vente de nos spectacles. Nos spectacles, les productions de nos spectacles ne sont amorties que parce qu'ils tournent. oui. On n'est pas suffisamment subventionné pour ça. Et on peut dire que c'est vrai pour la plupart du théâtre de rue, ou des spectacles de rue en Oui, général. bien sûr. Bien sûr. En théâtre de rue, il y a très peu de coproducteurs. Il n'y a pas des gros producteurs, il n'y en a pas énormément, et les quelques qu'il y a, ils sont pas énormes. Donc quand tu arrives à avoir 3-4 centres nationaux, c'est jackpot, mais en vrai, si tu le mets en comparaison avec ce qui se fait ailleurs, non, c'est pas jackpot, quoi. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est jackpot parce que en théâtre de rue, c'est jackpot pour le Parce théâtre de que, rue, c'est pas bah jackpot oui, dans la culture du spectacle. Très bien. J'avais pensé à quelque chose et j'ai oublié. Mais c'est pas ça grave. arrive à plein de gens. C'est tout à fait. C'est aussi l'avantage du live, hein, c'est que. Euh, Donc voilà, ça ce sont nos spectacles oui. qui tournent avec la compagnie. On travaille à plusieurs, donc on est aussi en codirection d'un lieu de résidence qui est l'autre pendant. C'est de se dire, on va accompagner des projets. Donc ce lieu, c'est le studio théâtre de Charenton et le collectif, il s'appelle le Super Théâtre Collectif. Et on accueille une vingtaine de compagnies en résidence par an. C'est énorme. Mm. C'est des résidences gratuites parce que c'est aussi un autre pendant de nos métiers. C'est qu'on a réussi à nous faire croire qu'il fallait qu'on paye pour travailler. Quand il faut savoir qu'une compagnie qui va à Avignon, elle paye sa salle,
elle paye son créneau, elle paye sa com, euh, elle paye le transport, elle paye la bouffe, elle paye. C'est monstrueux ce que ça coûte à une compagnie. C'est monstrueux. Nous, quand on a fait Avignon, on était les compagnies, mais au bas du bas du bas. On n'a vraiment pas investi grand-chose. On a quand même investi 13 000 euros. Et on ne s'est pas payé dessus. On a travaillé un mois, on n'était pas payé. C'est des budgets, c'est énorme. Vous imaginez c'est comme si vous créez une nouvelle entreprise et qu'il faut sortir un fric et sans salaire, sans perspective derrière. Ce qui arrive à beaucoup beaucoup d'entrepreneurs. Hein. On est différents, mais comme tout le monde. Oui. Mais mais c'est une réalité. Beaucoup de jeunes comédiens payent pour travailler. Beaucoup de jeunes compagnies payent pour travailler. Euh, et c'est un truc vraiment qu'on a voulu défendre, c'est se dire non, vous pouvez venir travailler chez nous, mais vous allez surtout pas sortir d'argent. Vous allez adhérer au lieu parce que c'est voilà, c'est une asso et que c'est une philosophie, mais tout le reste, en fait, c'est ne pensez pas au fric, venez travailler. Et donc, donc vous louez pas le lieu. Ah si, nous on le loue. Non, pardon, Nous, pardon, nous je veux dire, vous le louez pas aux compagnies qui viennent. on le loue pas aux Oui, oui, compagnies, c'est oui, ça, mais c'est sinon nous ça. oui. Mais elles ont quand même à payer à manger, faut qu'elles mangent, faut quand même qu'elles. Parce que si, Bah ça après oui. c'est sans doute pas que 20 compagnies de Charenton, du coup elles sont obligées de Ce venir. sont non, Comment? ce sont que des compagnies franciliennes. En revanche, c'était quelque Ah, chose d'accord, donc ok. d'Île-de-France. C'était vraiment une volonté qu'on voulait parce que malgré tout, il y a une grosse différence entre la région Île-de-France et certaines autres régions plus rurales. Je pense qu'il doit y avoir à peu près le même autour de grandes métropoles, il doit y avoir les mêmes problèmes que nous, hein. Mais bon, je parle que pour ce que je connais. Euh, c'est qu'il y a un énorme déficit de lieux de résidence et de lieux de création gratuits. Contrairement dans des zones plus urbaines, plus rurales, où potentiellement des espaces vides, c'est peut-être un peu plus facile à trouver. Donc on voulait privilégier l'Île-de-France. Pour aussi enlever cette problématique que tu viens de dire, pour que les compagnies n'aient pas la problématique du transport et du logement à prendre en charge. Effectivement, quand on est obligé de traverser la France pour aller travailler, faut tout prendre en charge et on n'y pense pas tout de suite, mais ça, effectivement, comme tu dis, on paye pour travailler, quoi. Ouais. Enfin, et donc oui, 20 c'est énorme. Et donc, si vous louez le lieu, comment se fait un peu l'économie de cette association? C'est une association? C'est ça? Ouais, c'est Ouais. une Ouais. asso. L'économie, on est en autogestion, on n'a quasiment pas de subvention, on est aidé par la ville, mais très peu. Euh, on vend de la drogue, du coup, La base. et la base, et des organes. Oui. Mais Et des sinon, organes des petits-enfants, voilà, des évidemment. enfants qui Voilà, viennent en cours. évidemment. Non, sinon, en fait, on fait des cours de théâtre. D'accord. Et, euh, et donc, ce sont des cours de théâtre, et c'est parce qu'on a des adhérents qui viennent faire de la pratique amateur qu'on peut permettre à des professionnels de venir travailler, ce qui est un joli cercle, C'est Circle of Life. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde vient travailler. En fait, tout le monde est en résidence, autant les amateurs que les professionnels. Sauf que pour certains, c'est un métier, pour d'autres, c'est un loisir. Et vous l'avez imaginé comme ça? Vous vous êtes dit, on aimerait accueillir des gens parce qu'on pense que c'est un besoin dans le professionnel pour beaucoup de compagnies. Du coup, on va s'imaginer donner des cours pour pouvoir payer le lieu. Ou ça s'est vraiment imaginé en cercle vertueux à Non, la non, ça base? s'est imaginé vraiment comme ça. Euh, le lieu existait déjà, c'était un lieu de diffusion. Donc, de diffusion, ça veut dire que c'est des spectacles qui venaient jouer. C'était un lieu de diffusion jeune public. Donc, toute la journée, il y avait des spectacles qui jouaient. C'était une très belle programmation et c'était complet toute l'année. Et le reste du temps, il y avait les cours de théâtre. Et malgré ça, en fait, le lieu était perpétuellement, si ce n'est déficitaire, en tout Hmm. cas sur la corde. Et on a regardé les comptes et on s'est rendu compte que ce qui creusait, c'était la programmation jeune public. C'est-à-dire qu'en étant complet, on ne rentrait pas dans nos comptes. Parce qu'on était dans un système égalitaire de partage de recettes, qu'on avait des salaires, salaire à l'administration, salaire en régie, le salaire à la direction artistique, le programmateur, et puis après, en communication, évidemment, si c'est complet, c'est Hmm. qu'il y a une énorme campagne, il y a beaucoup de com, ça coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et on s'est rendu compte que quand on enlevait ça de l'équation, et ben en fait, il y avait un lieu dans lequel il y avait des rentrées d'argent, qui étaient les cours, qui suffisaient à payer toutes les sorties d'argent. Donc ça s'équilibrait. Et du coup, il restait la salle libre tous les jours de 9h à 17h, plus les week-ends. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as dans l'équation la salle est vide tout le reste du temps et elle s'équilibre par les cours, tu dis comment on la remplit.
Bon bah en fait on va faire de la résidence. Donc ça s'est pensé à la base comme ça. D'accord. Et ça vous a pas fondu le cœur de fermer un lieu de diffusion de spectacle qui était complet tout le temps? Non, parce qu'il y a après des raisons, il y a des raisons politiques de la ville qui rentrent en jeu là-dedans et que ce n'était plus tenable pour nous en vrai de faire Oui, ça, oui. puisqu'on était en déficit. Euh, et, euh, et non, ça fend pas le cœur parce qu'en fait, on est arrivé avec une dynamique à bouger des montagnes. Euh, C'était pas si facile que ça de transformer un lieu Hmm. de créa, un lieu de diffusion en lieu de créa. C'était vraiment pas facile. On a fait beaucoup de travaux, on a transformé pour que ça devienne un lieu qu'on habite et pas juste un lieu où on vient voir du spectacle. Il a fallu repenser le projet, il a fallu convaincre du monde. Oui. Euh, et ça fend pas le cœur parce que notre premier appel à résidence, on a reçu 80 dossiers. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 110 ou 120 dossiers, je sais plus. Ce qui prouve qu'en fait, il y a une demande monstrueuse. Donc ça fend pas le cœur quand on voit qu'il y a un manque. Oui, vous le faites pas pour avoir un lieu pour vous tourner les pouces, quoi. C'est, Clairement vous pas. avez, vous avez, Clairement pas. vous avez rendu du service enfin, vous rendez service à beaucoup de monde, a priori. Oui, et puis on se rend service à nous-mêmes parce que ça veut Ouais, dire que nos compagnies, on a aussi un lieu pour travailler, nous. évidemment. Ouais. En fait, le point de départ, c'est de se dire, on voulait un lieu commun pour, je sais plus la formule qu'on avait choisie, pour lutter contre l'isolement et la morosité. Il y a un peu ce truc-là aussi de se dire, on est tous tout seuls avec nos compagnies, avec nos problèmes de programmateurs, nos problèmes de contrat, nos problèmes d'intermittence, on est tout seul. On est vraiment ultra isolé. Bon bah là au moins on aura une espèce une maison à nous, dans lequel où dès qu'il y a un problème pour remplir une demande de subvention, on a 15 autres potes qui l'ont déjà fait et qui pourront t'aider. Plus toutes les compagnies qui passent et qui sont dans les mêmes problématiques que nous. Et en plus de rajouter un maillon au réseau qui est tant important. Enfin, on disait, tu croises du monde dès que tu fais une résidence, tu croises du monde dès que tu vas jouer dans un festival, et tu te retrouves à bosser avec tes amis 10 ans après. Ouais. Non, mais c'est vraiment très très important. Et puis à continuer aussi à faire des passerelles entre les amateurs et les professionnels, dans le sens où ils nous permettent de faire notre travail, très concrètement, là, dans ce système-là, bah, de faire aussi des ateliers à prix libre en plus, où les professionnels qui viennent en résidence puissent rendre compte de leur travail et leur montrer des univers. Voilà, on fait aussi des sorties de résidence pour montrer ce qui s'y passe. C'est tout sauf un lieu fermé. Et maintenant, on va essayer peut-être de Mais c'est s'ouvrir un sur lieu la avec ville un un peu toit. plus. Mais c'est un lieu avec un toit, mais ce qui n'empêche pas de faire des choses dehors. D'accord, Et là, d'accord, par oui, exemple, oui. on est en train de développer avec la ville. On a été les voir, on leur a dit, regardez, en fait, nous, on sait faire l'accueil de compagnie. Peut-être que vous avez des lieux vides Hmm. et on pourrait peut-être les investir pour faire des résidences. Et on va faire nos premières tentatives avec la municipalité pour faire des résidences hors les murs cette fois-ci, donc tourner sur la rue, dans une cour d'école qui serait vide pendant les écoles, peut-être une halle de marché qui serait pas utilisée le reste de la semaine. Euh, voilà, et on a eu un avis très favorable, un square, et on a eu un avis très favorable de la mairie qui nous a dit, bien sûr, bien sûr que s'il faut une autorisation pour aller répéter dans la rue, on la donnera. D'accord. Ça, c'était juste avant Oui. les municipales. On va vérifier après Ah, si c'est toujours vrai. oui, c'est tout à fait, c'est vrai. Mais... Ah bah ça permet de se rendre compte de la conviction des politiques. Mais puisque nous sommes sur Internet, je ne doute pas qu'il y avait de la vraie conviction politique derrière. Oui, bien sûr. Non, mais enfin, je crois non, on peut pas te dire ce qu'on veut sur Twitch, mais je crois que politiquement, tant que ça reste correct, tu peux dire ce que tu veux. Ah non, c'était pas Non, pour mais ça, c'était juste pour maintenir le peu de subventions qu'on avait. ah oui. Non, bah y a pas de raison qui regarde cette émission. Non, en parlant de ça, ça fait un, un pont parfait pour parler de ton militantisme. Qui, alors je trouve d'un point de vue extérieur, hein, parce que bon, je te connais un petit peu de l'extérieur, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place sur ta page Facebook, en tout cas. Tout ton côté. Bah, Non mais je plaisante, mais j'ai l'impression que c'est quand même non, important pour toi d'être militant aussi. mais en fait, Enfin, c'est pas que c'est important, c'est que je ne vois pas comment faire autrement. Euh, une fois que tu as mis le pied dedans et que tu as commencé à te rendre compte de choses,
Une fois que tu as une espèce de révolte qui bout en toi en te disant ce n'est pas, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, et que tu en parles avec d'autres gens qui sont exactement dans la même situation et qui disent ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas normal. Il y a deux possibilités. Soit tu continues à poster des vidéos de chats sur Facebook, soit à un moment, ça arrive à des gens bien, euh, soit à un moment tu te dis bon bah je vais peut-être essayer de faire changer les choses. Mais c'est des réflexes de survie, c'est que si je n'essaye pas, je n'arriverai pas à endormir. Je me sens Ok. pas du tout sauveur. Je veux dire, Non, j'ai non, pas non, le mais syndrome de c'est. Batman, quoi. Mais Et c'est un truc, voilà. je pense pas que ce soit enfin, c'est le cas de beaucoup de militants d'ailleurs, hein. Il y a personne qui se dit qui va sauver le monde. Enfin, il y en a sans doute, mais je pense pas que ce soit la majorité. Et donc, alors je sais pas peut-être le reste, mais j'ai l'impression que tu milites aussi du coup beaucoup pour le spectacle vivant, qui est ton cheval de bataille, c'est comme Euh, ça qu'on dit? alors, oui et non. Ça a été le point d'entrée. Effectivement, quand tu fais ce métier, tu te dis très rapidement, les artistes sont des créateurs intouchables. Il faut sauver la culture absolument. Et puis quand tu commences à militer, tu te rends compte que la culture, c'est qu'un maillon de la chaîne. L'intermittence je fourche déjà, l'intermittence du spectacle, il faut se rendre compte que c'est un régime particulier d'indemnisation qui en vrai pourrait correspondre à des millions de gens. L'intermittence du travail, dans l'hôtellerie, la restauration, les vacataires, les intérimaires, Les saisonniers? tous les saisonniers, et même beaucoup de métiers aujourd'hui en fait où tu vas de stage en stage Mm. dégueulasse, euh, où tu vas de boulot en boulot. En fait, l'intermittence de l'emploi, aujourd'hui, les CDI, c'est devenu une licorne, c'est quelque chose de rare. On passe plus de CDD en CDD. L'intermittence de l'emploi devrait être un modèle, et c'est un modèle qu'on défend. Une fois que tu as, que je dis on, que Oui, non, les coordinations, les CIP, les coordinations des intermittents et précaires défendent, une fois que tu as compris ce truc-là, tu te dis je ne vais plus pouvoir euh, militer pour ma réserve d'Indiens de la culture, parce que si nous, on s'en sort et que tout le monde s'effondre, quelle légitimité je vais avoir à continuer à défendre mon système? C'est pour ça qu'en fait, euh, maintenant, je ne défends plus mon métier. Et c'est pour ça ok. qu'au début, j'ai accroché sur l'idée de passion. C'est que c'est autre chose qui est en œuvre. C'est- le but, c'est pas de sauver un système qui sert qu'à quelques personnes Mais non, mais parce que c'est déjà un système pour qui sauver leur fonctionne. confort. C'est un système qui fonctionne pas. Les intermittents sont pas des nantis. Il faut Ouais. savoir quand même que euh, plus d'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Mais c'est la même chose pour les intermittents. On est 120 000 indemnisés pour 240 000 qui cotisent. Il y en a un sur deux qui n'est pas Ouais. indemnisé. Donc il y a encore beaucoup de choses à arracher. Mais c'est pas irréalisable. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à se poser collectivement. Mais le problème des intermittents, c'est qu'ils se mobilisent quand on touche à la portefeuille, quand on leur dit attention, l'intermittence va disparaître, on devient très très visible et on sait le faire Ouais. parce que c'est notre métier. Euh, et puis quand on dit c'est bon, on a gagné, ah oui, mais en fait les intérimaires ils s'en sont pris plein la gueule, bah là il y a plus grand monde pour les sauver. Mais parce que c'est un vrai problème. Un intermittent, c'est un état. Il faut que je vais parler beaucoup. Un intermittent, c'est un état de fait. Quand tu commences ce métier, tu te dis ça va faire partie de ma vie. Un chômeur, il ne se considère pas comme chômeur. C'est un passage. C'est alors il y a des chômeurs de longue durée, puis il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais c'est très difficile de se conscientiser comme chômeur. Parce qu'on a fait que dire dans notre société que quand tu étais au chômage, c'était un échec, que c'était aussi de ta faute, que tu avais mal travaillé à l'école, que tu n'étais pas bon dans ton métier. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Il y a du travail, il n'y a plus d'emploi rémunéré, il n'y a plus de... euh, là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler. On n'est absolument pas payé pour ça. Il y a du boulot, mais on est dans cette idéologie que le travail va sauver le travail. Et même encore en ce moment, ce qui se passe avec les intermittents du spectacle et avec le chômage partiel, c'est plutôt que d'assurer et de renforcer le chômage derrière, en disant en fait on va vous indemniser jusqu'à ce qu'on sorte de cette crise. Pas jusqu'à la fin du confinement, jusqu'à ce qu'on sorte de cette crise. Bah, plutôt que de dire ça, on va mettre en place des systèmes de chômage partiel
d'activité réduite, d'activité partielle, où on va dire, regardez, on vous a mis en place un système où l'employeur va sauvegarder votre travail, comme ça, malgré tout, vous allez vous en sortir. Bah, en vrai, non. En vrai, non. Et on n'est pas protégé. Et très bien. T'es pas obligé de rentrer forcément dans les détails, mais c'est bien, c'est intéressant pour tout le monde, et notamment si des intermittents nous regardent et autres. Euh, à quel moment t'as eu ou cette passion pour le militantisme? Ok, c'est pas une passion, mais comment dire, ce ressenti, te dire, bah là, il y a quelque chose qui cloche, et si on changeait un peu les choses, ce serait quand même mieux pour tout le monde. Moi, j'ai toujours été plutôt engagé. T'as été Euh, délégué de classe, quoi. alors j'ai été mes délégués de tout ce qui pouvait être délégué possible et imaginable, euh, du, euh, de la sixième à la terminale. J'ai été dans les conseils d'administration de mon collège, de mon lycée, à un truc qui s'appelle, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, les conseils de la vie lycéenne, les CVL, qui géraient aussi qui géraient pas mal de choses au sein des établissements. Et puis j'étais représentant syndical aussi au lycée. À l'époque, ça s'appelait la FIDEL, FIDL, Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Donc j'étais déjà engagé là-dedans. J'écrivais un journal au sein de mon établissement. Derrière, je me suis engagé dans une asso qui s'appelle Jet d'encre, qui fait un travail absolument fantastique pour la liberté de la presse. En résumant très vite, pour pas en parler 15 heures, c'est l'équivalent de Reporters sans frontières, mais pour le journalisme jeune. D'accord. Donc les journaux faits dans les collèges, les lycées, les quartiers, les villes, les journaux sur Internet, les webzines, les radios, etc. Tout ce qui peut se faire. Et ça défend vraiment une oui, une liberté d'expression, liberté de la presse. Donc j'étais président de cette fédération de Jet d'encre, euh, où j'ai été très engagé. Et puis après j'ai fait mes études, j'ai été intermittent du spectacle. Puis il y a une première crise qu'on s'est pris dans la tronche, une première grosse réforme dont moi j'ai eu connaissance puisqu'avant c'était pas mon métier, qui était celle de 2014. Donc là on était en pleine création de Don Juan à ce moment-là, nous. 2014, première réforme de l'assurance chômage que j'ai pu vivre. Euh, on voyait que ça bougeait plutôt pas mal du côté des intermittents. Un jour, on voit passer sur Internet que la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France et la CGT Spectacle sont en train d'occuper le MEDEF. Euh, et on s'est dit, tiens, on va aller voir. On a fait un coup de scooter. On a été voir cette action où on occupait les bureaux. On a trouvé ça Pacifiquement, évidemment. pacifiquement, mais ça a toujours été des actions pacifiques parce qu'en vrai, les endroits qu'on occupe, il y a aussi des travailleurs sur place qui ont Ouais. absolument rien demandé. Et même quand à l'époque on avait occupé l'entreprise de Pierre Gattaz, qui était l'ancien président du MEDEF, bah, les employés de Pierre Gattaz, ils sont absolument pour rien. Donc évidemment que c'est pacifique. Ce qui ne veut pas dire déterminé et Non, énervé. mais- Mais les travailleurs n'y sont absolument pour rien là-dedans. Faut reconnaître ses ennemis de classe, c'est pas forcément les salariés de Pierre Gattaz. Et on a foutu le pied dedans et on n'en est pas ressorti. Parce que 2014, on a fait des actions absolument D'ailleurs, incroyables tu et es en ce magnifiques. moment dans les bureaux du MEDEF. Ouais, je suis pas parti. Je suis pas parti, du coup. C'est un peu austère, il y a plus personne, Non, pardon. mais non, non, des AG où, en fait, ça a complètement changé parce on l'a fait à Hmm. plusieurs, nos points de vue sur notre rapport au métier, notre rapport à l'autre, à la solidarité. Cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, ce truc où c'est comme si c'était une crémaillère, en fait. Tu sais, les trains qui sont en pente dans la montagne où tu as des petits créneaux, et plus le train il monte, en fait, il peut pas redescendre parce qu'à chaque fois, il a passé un Hmm. cran. Et ben, il y avait Oui. un peu ce truc-là, de se dire, en fait, on a passé des caps, on peut plus revenir en arrière, on peut plus faire on peut plus faire comme si. Et à l'intérieur, on a trouvé des équipes militantes absolument incroyables. Et c'est d'ailleurs avec une bonne partie de ces gens-là qu'on a ouvert le studio théâtre de Charenton. Donc la CIP IDF, la CIP nationale derrière. Et ça a été un engagement militant fort. Et puis on s'est aussi rapproché de la Fédé des Arts de la Rue dans un autre forme de militantisme qui là est pour le coup très ciblé sur notre secteur professionnel. Oui, ce qui Et est... La Fédération des Arts de la Rue, c'est une fédération qui défend les arts de la rue, alors que le CPI, c'est ça, hein? CIP, CIP. CIP,
Donc tu peux rappeler l'acronyme? Coordination des Voilà. intermittents et précaires. Donc c'est les intermittents évidemment, mais aussi les précaires, Et les quels qu'ils précaires, soient. c'est tout, quels qu'ils soient, toutes les personnes qui sont confrontées au travail discontinu, à la Mm. précarité, d'une manière générale. À l'assurance chômage, bien sûr, puisque c'est notre grand cheval de bataille. Il y a eu 2014, il y a eu Re 2016 derrière, qui a été une grande bataille, où on a gagné beaucoup, beaucoup de choses en 2016. Et puis voilà. Et ça a été des engagements forts. Et alors gagner pour les intermittents ou aussi pour les précaires? Bah, c'est bien le problème. Gagner pour les intermittents, c'est sûr, pas tout, parce qu'évidemment, derrière, il y a une machinerie monstrueuse et ils essayent d'abattre ce système, évidemment. Ce serait dommage de donner des idées à plein d'autres mondes sur Mm. une intermittence de l'emploi. Euh, mais non, non, beaucoup de gens ont perdu des plumes, mais ça revient aux deux problèmes principaux que j'ai pu dire, c'est que les intermittents, une fois qu'ils ont gagné, c'est difficile de les remobiliser, et qu'un chômeur, c'est difficile aussi à mobiliser. Et, euh, et si tu devais du coup te mettre dans la place de l'autre camp, même si bon voilà, euh, qu'est-ce qui est reproché du coup à l'intermittence? Pourquoi tu dis qu'ils veulent la battre absolument? Ils- Mais parce que c'est, en Officiellement, ils fait, doivent avoir une raison. si on réfléchit 2 secondes et que on offrait la possibilité, on dirait à des gens, entre deux travails, si tu ne travailles pas, on t'indemnise. Ça offre une possibilité absolument de dingue, c'est de refuser certains travails. Euh, Évidemment qu'on n'a pas, on a intérêt à maintenir une pression sur l'offre d'emploi, parce que plus il y aura de demandeurs d'emploi, plus ça tirera, c'est de l'économie de base, Oui, plus ça terminera les salaires vers le bas, parce qu'il y a 10 000 personnes derrière qui attendent. À partir du moment où tu offres une solution juste et équitable pour tout le monde, bah c'est pas du tout avantageux pour le patronat. oui, pour les entreprises au sens les patrons. Ce qui est reproché à l'intermittence du spectacle, c'est que ça coûte cher. C'est un mythe, hein. Mais C'est ce que j'allais dire. Ça c'est voilà, faux. il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de chiffres qui, euh, qui tournent. Mais si on met l'intermittence du spectacle au même ratio que le chômage, que l'ensemble des chômeurs, on est à peu près sur un ratio équilibré. Oui, ça coûte de l'argent, mais il faut pas le penser comme ça. C'est que c'est un mal nécessaire. Et encore une fois, ça n'a absolument rien à voir avec de l'exception culturelle. Là-dedans, comme tu vois, on en parle depuis tout à l'heure, c'est un rapport au travail, c'est pas un rapport à la culture. Notre ministre de référence, nous, c'est la ministre du Travail, c'est pas le ministre de la Culture. Oui, d'accord. Oui, pour l'intermittence. Oui. Bah oui. Oui, oui. Et sans prendre en compte ce qui est incalculable, c'est-à-dire comme tu disais, ou un festival dans une ville, forcément, ça fait tourner les restaurants, les hôtels, Bah oui, c'est ce qu'on dit, hein, pour le public, pour les artistes, pour tout le monde. on dit que la culture, ça rapporte 7 fois plus 7 fois plus de PIB que l'industrie automobile. Alors que tout le monde a une voiture. Alors que tout le monde a une voiture et ouais. Et que les politiques se battent absolument pour défendre l'automobile. Ce qui est sans doute Ouais. bien, hein, d'ailleurs. Enfin, je dis pas qu'il faut pas défendre Après, les autres. un intermittent pour se déplacer, c'est moins pratique. Ben oui, tout à fait. Ça prend de la place, ça parle fort. Alors, les voitures, je trouve qu'elles font encore beaucoup de bruit, moi. Bon, ça prend aussi de la place et ça parle fort, Hein. ceci dit, oui. Mais... Malgré toute la technologie qu'on met dedans. Euh, Est-ce que. Quel serait ton. Je sais pas comment dire ça. L'apogée. Non, pas vraiment ça, du coup. La finalité de ton militantisme. J'aime pas ce mot, mais voilà. Genre, à quel moment tu dis, ah bah cool, là, c'est. Déjà, c'est utopique peut-être de penser que ça existe. Mais de te dire, ah bah là, je me suis battu pour ça, on l'a eu, j'ai plus besoin de me battre. Je crois qu'on n'aura jamais plus besoin de se battre. Euh, Parce qu'on a une machinerie monstrueuse derrière qui maîtrise bien mieux le langage que nous, bien mieux la com que nous, et qui malgré tout a des bras armés dans notre société qui fait que le système est bien en place. On voit bien, notre président parle beaucoup du monde d'après, mais en vrai on sait très bien que le monde d'après va être exactement le même que le monde d'avant, mais renforcé. Ils vont peut-être un peu changer de chemise, mais c'est tout. Hmm. Parce que le système n'a absolument pas intérêt à ceux qui dirigent ce système n'ont absolument aucun intérêt à le remplacer. Euh, donc ça sera jamais fini.
Après, il y a quand même des combats qui nous tiennent à plus ou moins à cœur, à plusieurs. Quelque chose de simple, déjà que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés, ce serait une avancée considérable. Que tout le monde puisse avoir un toit à manger et vivre dignement, c'est quand même une base qu'on pourrait se donner. Et puis c'est surtout, on n'arrivera jamais à finir les combats parce qu'on a un système de santé en France qui est absolument incroyable, mais qui est pourtant attaqué, mis à mal perpétuellement. Donc on a encore beaucoup à faire, en fait, pas pour conquérir de nouveaux droits, mais pour rattraper ce qu'on a perdu. Mais ça, j'espère vraiment que tous les applaudissements qu'il y a à 20h, c'est très chouette. C'est très chouette. Malgré tout, il y aurait peut-être eu moins besoin de ces applaudissements-là si on était descendu avec les personnels hospitaliers qui sont en grève quand même depuis un an. C'est ce que j'allais te poser comme question. Comment parce que plus il y Ça a de paiera pas des monde, blues, les applaudissements. plus il y a de gens entre, alors j'ai envie de dire grand public, mais plus il y a de monde euh, qui se bat, plus c'est facile d'obtenir, j'imagine, quelque chose. C'est le principe de la Bah oui, grève peut-être et de tout ça oui, bien et, sûr, c'est sûr. et qu'est-ce que t'as envie t'as envie de dire? T'es pas du tout à télé, donc personne t'entendra. Mais qu'est-ce que t'aurais envie de dire à, à quelqu'un qui se sent pas cette fibre de militant, mais qui pourrait participer comme tout le monde. Mais de toute façon, c'est le même combat pour l'écologie, c'est le même combat pour tout le monde, enfin pour tous les Ouais, combats. ouais. Mais c'est- Comment tu on peux parle forcer souvent. quelqu'un à voir au-dessus de son nombril ou de son nez Je vais pas, c'est pas forcer quelqu'un. Il y a Non, un non, truc mais qui a été mais qui a été très éclairant avec les Gilets jaunes, par exemple, sans faire de l'analyse politique. Les Gilets jaunes, euh, ils arrivent à un moment où il y a eu énormément de luttes avant. Mais dans toutes les discussions, quand on faisait nos manifs, où on parlait de violence policière, tout le monde nous disait non, il n'y a pas de violence policière. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on entendait régulièrement. On nous disait mais non, n'importe quoi. Les policiers, ils répondent que si on les provoque. Mais non, n'importe quoi. Si ce mec, il a perdu un œil, c'est qu'il a dû faire quelque chose. L'espèce de truc de il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, mais c'est la même chose avec Rémi Fraisse. C'est la même chose. Tu vois, qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas? Il avait qu'à pas aller là-bas. Il serait pas mort. Et puis il y a un moment où on parlait entre militants convaincus. Et quelqu'un qui vient crier dans une AG, en fait, il est déjà dans une AG de gens qui sont convaincus. Donc quand on criait après les violences policières, le collectif Adama, etc., la mort d'Adama Traoré, malgré tout, il parle à des gens de cité qui sont déjà victimes des violences policières. Et puis après, en fait, les gilets jaunes qui arrivent, ou qui ont été caricaturés comme le français moyen. Mais c'est pas le français moyen, c'est le français moins habitué aux luttes, moins habitué à un langage militant, à un langage rhétorique. Et c'est pour ça qu'on s'est foutu de leur gueule assez longtemps dans les médias, parce qu'en fait, on comprenait pas très bien ce qu'ils voulaient, mais c'est quoi leurs revendications? Mais alors regardez, il y a 100 000 revendications. Bah oui, mais en fait, des gens qui se réapproprient le langage, qui se réapproprient la rue, qui se réapproprient les luttes, ça prend un peu de temps. Et puis en fait, tous ces gens-là, qui venaient pas forcément des cercles militants, ils ont commencé à aller en manif. Et puis ils étaient vénères, quoi. Et quand t'es énervé et que en fait, on te répond par de la violence, bah la violence engendre de la violence. Et, euh, et ils se sont rendus compte de ce que c'était la réalité des violences policières. Donc moi je vais pas, c'est pas forcer des gens, mais il suffit d'aller une fois en manif, de vivre ce que c'est d'être euh, cerné par des flics dans toutes les rues, de pas comprendre pourquoi t'es cerné, pourquoi alors que t'es dans un parcours autorisé de manif, d'un coup à un moment t'as 300 flics qui te bloquent, puis on t'envoie des gaz lacrymaux et on te charge. Il suffit d'aller à une manif pour qu'en fait ton changement de vision se bascule. Quand il s'est passé Nuit debout quand on a commencé à le faire, ça a commencé dans le théâtre d'une compagnie, on était 50, on a commencé à réfléchir à ce bordel, et puis on s'est dit, vas-y, on va faire 3 jours sur la place de la République, et en vrai, pour la première nuit, on avait imaginé mais 10 autres endroits où aller que la place de la République, parce qu'on pensait qu'on ne tiendrait pas 5 minutes. On a passé la première nuit, à la fin de la nuit, je crois qu'on était 15, puis on a envoyé un pauvre message sur Facebook en disant, bon bah si jamais nous on refait ça demain. Et puis en fait, on était 2000 le lendemain. Et puis après, on était 4000, 15 000, 20 000. Mais tous ces gens-là, pareil, ils n'étaient pas forcément conscientisés, ils n'avaient pas forcément conscience des luttes en cours. Mais quand tu viens te poser sur une place tous les jours, pendant 5 heures, en te réappropriant le langage, réappropriant les codes et en t'investissant dans des luttes,
c'est la crémaillère de tout à l'heure, tu ne peux pas faire demi-tour. C'est la meilleure chose pour conscientiser les gens, c'est juste de venir écouter, de se faire un avis. Il y a des gens qui repartent et qui se disent, c'est pas pour moi. Mais ceux qui restent, malgré tout, ils foutent un pied dans le militantisme. Donc tu conseillerais à tout le monde d'aller une fois en manif, d'aller une fois en AG, peut-être Bah ouais, je pense que c'est important. même de syndicats, peut-être de n'importe Ouais, ouais, d'aller écouter ce qui se fait, de s'intéresser aux autres, et quitte à d'y aller une fois, et puis de se dire très concrètement, je suis absolument en désaccord, Oui, oui, voire même, on s'est fait charger, mais c'était bien mérité. oui. Chacun se fera bien après la vie qu'il veut, mais au moins ça permet de quitter un peu BFM et de se faire un avis par soi-même. Parce que quand on a été victime d'injustice, c'est compliqué de faire redescendre la colère. Et c'est un dernier truc que je veux dire sur ça. Euh, Moi, je condamne absolument pas les casseurs. Et d'ailleurs, on s'en fout hein, que je condamne ou pas, je suis personne. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement je le comprends, mais je trouve ça légitime. Parce que le Black Bloc, c'est un groupe désorganisé, mais conscientisé. C'est-à-dire que c'est absolument faux, et ça a été démontré par je sais pas combien de médias, qu'ils attaquent les hôpitaux et les bordels. Ce n'est pas vrai. Ils attaquent des symboles. Et franchement, moi je vais pas aller pleurer devant un concessionnaire Renault qui est flambé, ou devant un McDo qui crame. Vraiment pas. Parce qu'on sait très bien derrière quel est le symbole qui est touché et comment très bien ils vont s'en sortir. Je me fais pas de soucis pour eux. Donc quand tu as des Black Blocs qui passent et qui démontent un distributeur de billets, et bah ça me fait plaisir en fait. Ce n'est pas mon mode d'action, Oui. je serais incapable de le faire, je serais incapable de l'encourager, mais je le comprends et je trouve ça légitime. On peut pas appeler à la révolution, on peut pas appeler à se dire que le monde doit changer en espérant que ça se fasse en allant voter. On a bien vu que ça ne fonctionnait pas seulement. Et bah très bien. On en... C'est bien, c'est profond, mais c'était le but aussi de t'inviter. Au moins on sent que tu Mais fais... encore une fois, Non, non, je mais... détiens pas les vérités, hein. Mais enfin, c'est aussi le message que tu as donné. C'est le but, c'est pas de... peut-être il n'y a pas de vérité, mais c'est... Pour avoir un avis, c'est bien d'avoir un peu des infos et d'avoir de... Et c'est bien de se faire un avis tout court déjà. Ouais, de s'intéresser un peu à ce qui se passe en dehors de la télé, c'est sûr. Et ben très bien. Et ben on va peut-être s'arrêter là. Je sais pas, je regarde mon bureau, mais en fait j'ai pas pris de notes. Donc, non, non, mais... Sauf si t'as peut-être quelque chose à rajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, ah c'est con, on n'a pas dit ça. Ou, Non, mais c'est ce que je te disais un peu quand on a préparé, quand on s'est parlé. C'est le problème de faire parler un comédien, il aime bien parler. Donc Mais moi je peux parler de moi jusqu'à la fin de la nuit, mais non, oui, non, il y a rien de plus à dire. non, mais c'était intéressant ou c'est peut-être une. Mais on s'est dit la même chose avec Héloïse la semaine dernière. Et désolé de comparer parce Mm, que forcément c'est la deuxième émission, donc forcément on compare à la première. Mais on s'est dit, ah bah il y a encore tellement de choses à parler sur le dessin et sur l'illustration et sur mm. l'animation et tout ça Non, il y a que. peut-être un dernier truc sur lequel je veux bien m'arrêter qui va faire un peu la synthèse de tout ça. C'est que on s'est rendu compte en faisant du théâtre de rue que c'était impossible de défendre seulement le théâtre de rue. À partir du moment où on est dans l'espace public, on est obligé d'avoir une vision qui embrasse beaucoup de choses. Et je pense que tu me rejoindras là-dessus. C'est que si le droit de manifestation est atteint, si le droit de circulation est atteint, le droit d'expression, le droit de création est atteint, si on ne fout pas un toit sur la tête de tout le monde et qu'il y a toujours autant d'SDF, s'il y a toujours autant de précaires, quelle légitimité on aura à continuer à faire du théâtre dans l'espace public? euh, Je me sens pas de jouer en plein cœur de Paris si la moitié des manifs sont interdites. Je ne me sens pas de jouer à Porte de la Chapelle à Paris, au milieu de migrants qui dorment sous des ponts. Je ne me sens pas de faire du théâtre de rue gratuit devant des précaires qui ne peuvent avoir que ça comme sortie culturelle. Euh, à partir du moment où on fait du théâtre de rue, on est obligé de défendre l'entièreté. Et c'est aussi ça, si je dis ça, c'est pour essayer de faire la synthèse, c'est que ça se fait aussi dans l'autre sens. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être militant, d'être syndiqué, encarté dans un parti pour être militant. Parfois, ce sont juste des actions au quotidien. Et aller habiter l'espace public en faisant du théâtre de rue, c'est déjà rien que ça, un moyen d'agir au quotidien.
Et bah très bien, ce sera les mots de la fin. En tout cas, du coup, pour cette première émission sur toi, peut-être tu reviendras si t'as. Peut-être qu'on parlera plus Oh précisément de non, il y a certains plein trucs. d'autres gens très intéressants. Mais c'est vrai, mais bon, on sait jamais. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, et d'avoir parlé de plein de sujets différents, mais avec passion en tout cas, j'ai l'impression. Ou alors t'es très bon comédien, mais dans tous les cas c'est très bien. Mais les deux, enfin. Non, mais- Je suis un excellent comédien et je parle avec passion. Eh ben merci beaucoup. Bien sûr, ce sera disponible en rediff, mais bon, voilà, je te le dis. Et c'est jeudi prochain, 20h30, quelqu'un d'autre viendra nous parler de sa passion. Je sais pas encore qui, mais parce que ça c'est le confinement, c'est la magie, c'est le live. Et lundi soir, 20h30, pour le quiz. Peut-être tu viendras faire un quiz un de ces jours. Bah, j'espère bien, ouais. Eh ben, on va voir ça, peut-être pour les prochaines fois. En tout cas, merci beaucoup encore, et merci à ceux qui regardent cette émission. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, des mails et tout ça, hein. De toute façon, on répondra peut-être, on verra. Ou je transmettrai les messages à Maxime s'il y en a qui lui sont dédiés. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui regardent en rediff, et à bientôt. Tout le monde, au revoir. Un petit mot de la fin? Non, rien. Eh ben Bon parfait. courage et solidarité avec les soignants. On sera avec vous dans Oui. la rue Mais après. de toute façon, solidarité, bienveillance et respect pour tout le monde. Et Oui. Vigilant et vigilante. Motivé. pour les humains et les animaux. Voilà. Allez. Amour sur vous. Ciao ciao.